Un juge condamne un garçon noir innocent pour avoir volé de la nourriture, mais la vérité choque tout le monde. Lorsque Jalan, 10 ans, est reconnu coupable de vol, la révélation choquante de sa véritable filiation ébranle les fondements du système judiciaire. Alors qu'un juge troublé découvre la vérité, il doit faire face à ses erreurs passées et combattre un système corrompu qui menace de détruire à jamais la vie de Jalan. Alors que de puissants ennemis se rapprochent, la justice prévaudra-t-elle ou est-il trop tard pour la rédemption? Les secrets, la trahison et une course contre la montre propulsent les rebondissements palpitants vers une conclusion inimaginable. La pluie s'abattait violemment sur les rues, les transformant en flaques d'eau glissantes et brillantes. C'était une nuit froide, du genre où même l'air semblait lourd et trempé. Le quartier était calme, à l'exception du bruit lointain occasionnel d'une voiture qui passait. Les lampadaires bourdonnaient faiblement, leur lumière vacillant dans l'obscurité brumeuse. Jalan, un garçon de 10 ans aux yeux brillants qui brillait dans l'obscurité, se déplaçait rapidement dans les ruelles. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de froid. Sa sœur, Nia, attendait juste devant le dépanneur, blottie dans une veste trop fine. Elle se frotta les bras, claquant des dents à cause du froid, mais elle ne se plaignit pas. Elle savait ce qui était en jeu. À l'intérieur du petit dépanneur, les étagères étaient remplies de collations et de boissons, tout à portée de main. L'estomac de Jalan gargouilla bruyamment, mais il repoussa la faim. Il devait trouver quelque chose pour Nia. Elle était trop jeune pour comprendre le poids de leur situation. Mais Jalan savait que dans un monde où la nourriture était rare, chaque petite victoire comptait. Il bougea tranquillement, attrapant quelques sacs de chips et des bonbons, et les glissant dans les poches de sa veste, s'assurant que personne ne l'attraperait. Ses mains tremblaient légèrement, mais il était trop concentré sur sa tâche pour penser au danger. C'était tout pour Nia. Alors qu'il se tournait pour partir, il fut accueilli par une voix aiguë. « Et, qu'est-ce que tu fais ?» Monsieur Pal, le propriétaire du magasin, se tenait derrière le comptoir, le visage dur et déçu. C'était un homme grand et large, au visage marqué par les années passées à diriger le magasin. Jalan se figea, son cœur battant la chamade. Les yeux de Monsieur Pal se sont fixés sur lui et pendant un instant, Jalan a pensé qu'il pourrait s'en sortir. Mais le propriétaire du magasin s'est avancé, la main posée sur le téléphone à côté de lui. L'esprit de Jalan s'emballait, mais son corps réagissait avant qu'il puisse réfléchir. Il se précipita vers la porte, ses chaussures glissant sur le sol mouillé alors qu'il la poussait et sprintait dans la nuit. « Nia !» cria-t-il en courant, sa voix forte dans le calme de la rue. « Courir ! Courir !» Les yeux de Nia s'écarquillèrent lorsqu'elle vit son frère courir vers elle, le visage pâle. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle savait que ça ne pouvait pas être bon. Elle se retourna et courut, ses petits pieds la portant dans l'allée, espérant perdre celui qui les poursuivait. Mais avant qu'ils aient pu aller loin, les feux clignotants d'une voiture de police ont illuminé la rue. 2 officiers, tous deux blancs, en sont sortis. L'agent Duncan, grand et large, et l'agent Reeves, plus petit mais plus agressif, se dirigèrent vers eux. « Arrêtez-vous là !» ordonna l'officier Duncan, d'une voix forte et exigeante. Jalan s'arrêta en titubant, le cœur dans la gorge. Il a été attrapé. Il n'y avait nulle part où fuir. Nia, debout à côté de lui, tremblait, se tenant à sa manche. « Vous êtes en état d'arrestation » a aboyé l'officier Reeves, saisissant brutalement le bras de Jalan, essayant de s'éloigner, mais la poigne de l'officier se resserra. « Vous êtes un voleur, et les voleurs ont leur place en prison » a craché l'officier Duncan, ses mots débordant de dédain. Les protestations de Jalan n'avaient pas d'importance. Ils l'ont poussé à l'arrière de la voiture de police, les cris de Nia résonnant dans l'air froid. « Il essayait juste de me nourrir » cria Nia, sa voix se brisant de peur. Mais les policiers l'ont ignoré, le visage dur alors qu'il claquait la porte. Jalan regardait par la fenêtre, le cœur lourd d'un sentiment de désespoir. Le trajet jusqu'à la gare m'a semblé durer des heures. Les lumières de la ville défilaient, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Jalan se sentait engourdi, son corps frissonnant non pas de froid mais de peur. Il ne comprenait pas ce qui se passait, seulement que tout avait changé en un instant. Plus tard, la salle d'audience était calme, froide et impitoyable. Jalan était assis seul dans sa combinaison surdimensionnée, ses jambes pendantes sur la chaise. La pièce lui semblait trop grande pour lui, et pourtant, il ne pouvait échapper au sentiment suffocant d'être piégé. Il leva les yeux vers le juge, qui était désormais assis sur le banc, l'expression indéchiffrable. Le juge Henry Whittaker, un homme connu pour ses décisions difficiles, jeta un coup d'œil à Jalan. Il était grand et sévère, ses cheveux gris témoignant des années passées à rendre des décisions. Le procureur, Craig Holloway, se tenait à côté de lui, le visage sombre. « Ce n'est que le début pour lui » a déclaré froidement le procureur en désignant Jalan.
Un futur criminel en devenir. La poitrine de Jalland se serra. Je n'ai rien fait, murmura-t-il, mais personne ne l'entendit. Sa défenseur publique, Lisa McCall, a à peine levé les yeux de ses papiers pendant qu'elle parlait. Il a eu une vie difficile, dit-elle, sa voix à peine plus forte qu'un inconnu et sa grand-mère a du mal à prendre soin de lui. Les mots semblaient vides pour Jalland. Ce n'était qu'une liste de faits. Une histoire que personne ne voulait écouter. J'avais juste faim, dit Jalland d'une voix petite et pleine de peur. Mais le juge Whittaker ne semblait pas s'en soucier. Il n'a même pas reconnu l'appel de Jalland. Je vous condamne à 3 ans de détention pour mineur, a déclaré le juge d'une voix froide et définitive. Ces mots frappèrent Jalland comme un coup de poing dans le ventre. Sa grand-mère, Ruth, assise au premier rang, poussa un léger sanglot. Elle s'effondra dans les bras d'un ami à côté d'elle, le visage tordu par le chagrin. Jalland la regarda, le cœur lourd de culpabilité. Il l'avait laissé tomber. Mais plus encore, il avait échoué. La vie qu'il connaissait avait disparu, et tout ce qu'il pouvait faire maintenant était d'attendre la suite. Le visage de Jalland est resté dans l'esprit du juge Whittaker longtemps après la fin de l'audience. La voix du garçon avait été douce, presque suppliante, mais si pleine de vulnérabilité qu'elle l'avait déstabilisé. La peur dans les yeux de Jalland, l'impuissance dans sa posture, Whittaker ne pouvait s'empêcher de l'imaginer assis dans cette salle d'audience froide, trop petite pour sa combinaison surdimensionnée. Alors qu'il était assis seul dans son bureau cette nuit-là, la faible lumière de sa lampe de bureau vacillant, les pensées de Whittaker revinrent à l'affaire. Il avait pris sa décision rapidement, comme il le faisait souvent, mais quelque chose dans celle-ci le harcelait. La façon dont Jalland avait parlé, comme s'il ne comprenait pas complètement ce qui venait de lui arriver, donnait au juge l'impression qu'il avait raté quelque chose. Il attrapa le dossier contenant le dossier de Jalland et l'ouvrit à nouveau, parcourant les détails de l'arrestation, les remarques du procureur et la faible défense du défenseur public qui mentionnait brièvement la mère de Jalland, Monica Lewis. Le nom a touché une corde sensible dans la mémoire de Whittaker. Monique. Elle faisait partie de son passé et une partie qu'il avait essayé d'oublier. Il ferma les yeux, se souvenant de son visage, de ses yeux, de la façon dont elle l'avait regardé toutes ces années auparavant. Une prise de conscience soudaine le frappa. Monica lui avait dit un jour qu'elle était enceinte. Il ne l'avait pas cru alors. Il l'avait renvoyée, même lorsqu'elle l'avait supplié d'écouter. Maintenant, en voyant le visage de Jalland dans la salle d'audience, tout a commencé à lui revenir. La main de Whittaker trembla lorsqu'il sortit l'acte de naissance de Jalland. Ses yeux se plissèrent alors qu'il lisait la dernière ligne, « Père, inconnu ». Il n'avait pas besoin de lire le reste. Son estomac se tordit tandis que les morceaux commençaient à se mettre en place. Le père de Jalland était juge. Un juge blanc. Et ce juge était Whittaker lui-même. Ses pensées tourbillonnaient, son pouce accélérait alors qu'il essayait de comprendre ce que cela signifiait. Comment n'avait-il pas mis tout cela en place plus tôt? Comment avait-il condamné sa propre chair et son sang sans même s'en rendre compte? Ses mains tremblaient maintenant et il posa l'acte de naissance sur le bureau. La culpabilité s'insinua, l'enveloppant comme un brouillard suffocant. Il avait ruiné la vie d'un garçon qui était son fils, juste à cause de qui il était. Son esprit parcourut les années, retraçant chaque décision qu'il avait prise en tant que juge. Les décisions partiales, les peines sévères infligées aux garçons noirs, la façon dont il les avait toujours considérés comme des « problèmes » avant même qu'ils ne parlent. Toute sa carrière, toute sa vie avait été bâtie sur ces décisions qui semblaient désormais entachées par sa propre ignorance. Son porte de son bureau s'ouvrit en grinçant et les pensées de Whittaker furent interrompues par le coup sec de son assistant. « Juge Whittaker, il y a quelqu'un ici pour vous voir », a déclaré l'assistant. Un détective privé. Il dit que c'est urgent. Whittaker hocha la tête, même s'il ne se sentait pas préparé à ce qui allait arriver. Il se leva de son bureau, essuyant ses mains moites avec son pantalon. Quelques instants plus tard, Tom Landry, un homme d'âge moyen à l'expression fatiguée, entra dans la pièce. Landry était vêtu d'un costume simple, ses yeux scrutant Whittaker comme pour le mesurer. « De quoi s'agit-il » demanda Whittaker, sa voix plus tendue qu'il ne l'aurait souhaité. Landry ne perdait pas de temps en plaisanterie. « Je m'intéresse aux antécédents d'un garçon nommé Jalland Lewis. Je crois que vous le connaissez. » L'estomac de Whittaker se serra. « De quoi s'agit-il » Landry haussa un sourcil. « Vous étiez le juge qui l'a condamné aujourd'hui, n'est-ce pas ? J'ai parcouru son histoire familiale et j'ai quelques questions sur son père. » Les mots piquaient, mais Whittaker faisait de son mieux pour garder son sang-froid. « J'ai déjà vu le dossier du garçon. Son père est inconnu. Il n'y a rien à déterrer. » Landry croisa les bras. « Je ne suis pas d'accord. J'ai parlé à sa grand-mère, Ruth Lewis.
Elle m'a dit quelque chose que tu aimerais peut-être entendre. Quelque chose d'important. Le cœur de Whittaker se serra. Il pouvait sentir le poids du moment peser sur lui. Hésita un moment avant de parler. Qu'a-t-elle dit? Ruth a dit que Monica, la mère de Jallan, lui avait dit que le père de Jallan était un homme blanc. Un juge. Le souffle de Whittaker se bloqua dans sa gorge. Il l'avait déjà soupçonné, mais l'entendre à voix haute lui faisait l'effet d'un coup de poing. Son esprit se souvint de la liaison avec Monica, il y a toutes ces années. Il se souvenait de la façon dont elle l'avait regardé, de la façon dont elle l'avait supplié de l'écouter lorsqu'elle lui avait parlé de sa grossesse. Mais il l'avait ignoré, ne voulant pas être lié à elle ou à la situation. Il avait été juge trop fier, trop concentré sur sa carrière pour se soucier de la vie qu'il avait contribué à créer. Maintenant, tout avait un sens. Le père de Jallan, c'était lui. « Que me veux-tu, Landry » demanda Whittaker, sa voix tremblant malgré lui. Les yeux de Landry s'adoucirent un instant. « Je veux que vous compreniez les dégâts que vous avez causés. Jallan est peut-être votre fils, mais vous ne l'avez jamais vu en tant que personne. Vous l'avez condamné en fonction de la couleur de sa peau, comme tant d'autres avant lui. » Whittaker sentit le poids des paroles de Landry s'installer dans sa poitrine. Il avait passé des années à se cacher de la vérité, se persuadant que ses décisions étaient justifiées. Mais maintenant, alors que la vérité le regardait en face, il ne pouvait plus la nier. Landry s'approcha en baissant la voix. « Tu as ruiné sa vie, Whittaker. Mais vous avez une chance de le réparer. » Whittaker resta immobile, la pièce se sentant soudain étouffante. Il avait été si sûr de ses actions, si confiant dans son jugement, mais maintenant il pouvait voir les fissures dans tout. Sa culpabilité le consumait, le laissant paralysé. « Je ferai ce que je peux, marmonna Whittaker, même s'il ne croyait pas ses propres paroles. Landry se tourna pour partir, mais avant de sortir, il fit une pause. Il ne s'agit pas seulement de Jallan, vous avez contribué à construire. Et il est temps pour vous d'y faire face. Whittaker est resté seul dans son bureau, regardant les papiers sur son bureau. Son esprit chancela lorsqu'il réalisa toute l'étendue de ses actes. Sa vie entière, sa carrière, ont été façonnées par les préjugés et l'injustice. Et maintenant, la vérité l'avait rattrapé. Le garçon dans cette salle d'audience était son fils. Le poids de sa culpabilité pesait sur le juge Whittaker comme un nuage suffocant, mais il ne parvenait pas à s'en débarrasser. Chaque pas qu'il faisait lui paraissait plus lourd que le précédent, surtout lorsqu'il essayait de naviguer dans la toile compliquée qu'il s'était tissée. Son esprit revenait constamment à Jallan et à la décision qui avait bouleversé sa vie. Il avait été certain de pouvoir résoudre ce problème, mais rien de ce qu'il essayait ne semblait faire de différence. Un soir, il était assis dans son bureau, la faible lumière projetant de longues ombres dans la pièce. Ses pensées étaient absorbées par l'idée de réparer les dégâts qu'il avait causés. Il décrocha le téléphone, composa le numéro du parquet, espérant qu'il y avait un moyen de régler ce problème. Lorsqu'on répondit à l'appel, il ne perdit pas de temps en plaisanteries. « Je dois révoquer la peine de Jallan Lewis » a-t-il demandé, la voix légèrement tremblante. Il y eut une pause à l'autre bout du fil, suivie d'une réponse froide. « Vous avez pris votre décision, juge. Laisse tomber. Le garçon est à sa place. » Whittaker serra la mâchoire, son esprit s'emballant alors qu'il entendait le caractère définitif de la voix du procureur. Ils avaient raison. Le système a été construit pour se protéger, et peu importe à quel point il voulait changer le résultat pour Jallan, les pouvoirs en jeu étaient trop puissants pour être combattus. Ses mains tremblaient alors qu'il raccrochait. Ses pensées se tournèrent vers Jallan. Que faisait-il maintenant, dans cet établissement pour mineurs surpeuplés? Était-il toujours dans ce même endroit froid et impitoyable, entouré d'enfants comme lui? Déterminé à faire une dernière tentative, Whittaker s'est rendu à l'établissement le lendemain matin. Le voyage était long et la distance semblait une éternité. Lorsqu'il arriva enfin, la sombre réalité du lieu le frappa. Le bâtiment était grand et imposant, ses murs couverts de graffitis et de crasses. L'air à l'intérieur était lourd, empli d'odeurs de sueur et de métal. Whittaker a été escorté jusqu'à une petite pièce où Jallan était assis, regardant par la fenêtre, les bras croisés sur sa poitrine. Le garçon ne le regarda même pas lorsque Whittaker entra dans la pièce. « Jallan » dit doucement Whittaker, faisant un pas en avant. « Je suis venu à… » « Tu es arrivé à quoi » l'interrompit Jallan, la voix plate. « Dis-moi à quel point tu es désolé. Dis-moi que tu vas le réparer » Il regarda finalement Whittaker, les yeux pleins de colère et d'incrédulité. « Tu n'es qu'un autre homme qui s'en fiche. » Whittaker ressentit la douleur de ces mots, mais il ne recula pas. Il était allé trop loin pour abandonner maintenant. « Je m'en soucie, Jallan. Je sais que j'ai fait une erreur. Et je suis là pour arranger les choses. » Jallan secoua la tête, l'expression froide.
Il est trop tard pour ça. Vous avez déjà volé mon avenir. Whittaker se tenait là, impuissant. Les paroles du garçon étaient plus profondes que n'importe quelle punition. Et maintenant, il avait laissé tomber, il n'y avait aucun moyen de réparer les dégâts. Whittaker est rentré chez lui ce soir-là, l'esprit ébranlé par tout ce qui venait de se passer. Il avait essayé de joindre Jallan, pour lui montrer qu'il était désolé. Mais Jallan avait déjà pris sa décision. Et peut-être à juste titre. Il avait perdu confiance dans un système qu'il avait laissé tomber et dans l'homme qui avait été son père. Lorsqu'il est arrivé à la maison, sa femme, Suzanne, était assise à la table de la cuisine et attendait. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'il entra, mais la tension dans l'air était palpable. « Tu continues à chercher ça ?» demanda-t-elle doucement, sa voix empreinte de déception. Whittaker passa une main dans ses cheveux, essayant de s'expliquer. « Je dois le réparer, Suzanne. Je ne peux pas rester ici en sachant ce que j'ai fait. » Suzanne se leva et se dirigea vers lui, le visage dur de colère. « Tu as déjà fait assez de dégâts, Henry. Regardez ce que cela nous a fait. » Elle désigna les journaux éparpillés autour de la table, articles de journaux, protestations publiques, retombées politiques de la condamnation de Jallan. La carrière de Whittaker, la réputation de sa famille, tout s'effondrait. Ses alliés politiques lui avaient tourné le dos et l'opinion publique ne lui faisait plus confiance. « Je ne peux pas laisser ça passer », a déclaré Whittaker, sa voix étant à peine un murmure. « Je dois arranger les choses. » Sa femme secoua la tête, son expression étant un mélange de chagrin et de frustration. « Tu ne peux pas tout réparer, Henry. Pas ça. Pas après tout ce qui s'est passé. » Whittaker n'a pas répondu. Au lieu de cela, il passa les jours suivants enfermé dans son bureau, cherchant un moyen d'annuler la sentence. Il a parcouru les dossiers, fouillé dans les moindres détails, à la recherche d'une erreur qui lui donnerait l'occasion de corriger l'injustice. Son esprit était assombri par la culpabilité, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il en faisait partie depuis des années. Mais maintenant, il devait lutter contre cela. Il devait faire tout ce qu'il fallait pour arranger les choses pour Jallan. Dans un geste désespéré, Whittaker a fabriqué de nouvelles preuves, affirmant qu'il y avait eu une erreur matérielle dans la condamnation de Jallan. Il a déposé une requête pour rouvrir le dossier et fixer une nouvelle audience. Sa carrière et son héritage étaient en jeu, mais cela n'avait plus d'importance. Le jour de l'audience arriva et Whittaker se tenait devant le tribunal, tremblant, sachant qu'il risquait tout. La salle était remplie des mêmes visages, ses collègues, le procureur, et même l'avocat de la défense, mais ils étaient tous concentrés sur lui à présent. « Votre honneur, » commença Whittaker, d'une voix ferme malgré l'agitation intérieure, « je suis venu informer le tribunal qu'il y a eu une erreur dans la condamnation de Jallan Lewis. Je demande que la sentence soit annulée. » La pièce devint silencieuse. Pendant un instant, j'eus l'impression que le monde s'était arrêté. Le juge, un homme sévère qui connaissait Whittaker depuis des années, le regarda, les yeux plissés. « De quel genre d'erreur parlez-vous, juge Whittaker ?» Whittaker inspira profondément, ses mains tremblant. « Il y avait des divergences dans la manière dont l'affaire a été traitée, votre honneur. Je pense que la condamnation de Jallan était injuste et je demande qu'il soit libéré. » La salle d'audience éclata de murmures, mais le juge hocha lentement la tête. « Nous allons examiner le dossier. Il m'a fallu des heures avant que la décision ne soit finalement prise. » Mais lorsque le juge reprit la parole, le cœur de Whittaker se serra. La requête est accordée. La sentence est annulée. Jallan était libre. Whittaker se tenait devant le palais de justice, le cœur dans la gorge, attendant que le garçon sorte. Ses actions avaient conduit à ce moment, et maintenant il aurait enfin la chance du palais de justice. Whittaker fit un pas en avant. « Jallan » appela-t-il, sa voix brisant le silence. « Je suis ton grand-père. » Jallan s'arrêta un instant, mais il ne se tourna pas vers Whittaker. « Pas pour moi, dit-il doucement, avant de se retourner et de s'éloigner. » Whittaker se tenait là, cloué sur place, regardant Jallan et Ruth disparaître au loin. Il avait tout risqué pour libérer le garçon, mais cela lui avait coûté plus qu'il ne pourrait jamais rembourser. Il s'est effondré sur les marches du palais de justice, sa carrière en ruine, le cœur lourd de regrets. La justice pour laquelle il s'était battu était arrivée trop tard.